Bien que le Japon soit un pays dit sûr, au point où l'on se sentirait beaucoup plus en sécurité là-bas que dans les autres pays, il a tendance à être idéalisé à l'extrême. Le problème est que nous, étrangers en général, ne voyons que la partie émergée de l'iceberg, mais la vie, au pays du soleil levant, n'est pas toute rose et ça, pas tout le monde en a conscience. À la manière des fables de La Fontaine qui dénonçaient le roi et sa cour, certains animés exposent ces 10 problèmes. Salut tout le monde, c'est Rila, installez-vous bien confortablement parce qu'aujourd'hui, les animés dénoncent. Le contexte sociétal. Imaginez un instant, nous sommes en 2112 au Japon, un monde où chaque battement de cœur, chaque pensée furtive, chaque regard en coin est scruté, analysé, jugé. Bienvenue dans l'univers de Psycho Pass, où le système Sibyl règne en maître absolu. Visualisez un réseau tentaculaire de caméras, de drones, de scanners, tous interconnectés, formant un œil omniscient qui ne dort jamais. Cet œil mesure votre Psycho Pass, une jauge de vos intentions criminelles, un chiffre qui définit votre valeur en tant que citoyen, votre place dans la société, votre droit même d'exister. Maintenant, imaginez la tension. Votre Psycho Pass grimpe d'un point, puis d'un autre. Votre cœur s'emballe, les sirènes retentissent. Les inspecteurs du bureau de la sécurité publique surgissent, leurs exécuteurs prêts à dégainer. En un instant, votre vie bascule. Serez-vous soigné, emprisonné ou éliminé sur le champ? Mais attendez, ce monde dystopique est-il vraiment si éloigné du nôtre? Plongeons dans le Japon d'aujourd'hui, un pays où la pression sociale n'est pas un concept abstrait, mais une réalité écrasante qui façonne chaque aspect de la vie. Dès l'enfance, on vous sculpte, on vous moule, on vous apprend à marcher dans les pas tracés pour vous, à ne jamais dévier du chemin préétabli. Vos compétences, vos loisirs, vos rêves, ils ne sont que des variables dans une équation complexe qui détermine votre place dans la société. À l'âge adulte, la pression s'intensifie. Chaque geste, chaque mot, chaque expression est minutieusement pesée, car dans ce jeu d'échecs social, un faux pas peut être fatal. Votre réputation, votre carrière, votre avenir, tout est en jeu à chaque instant. Si vous pensez que j'exagère, laissez-moi vous donner quelques chiffres qui vont vous glacer le sang. En 2020, 60% des Japonais de 20 à 30 ans se sentaient contraints de se marier. En 2022, plus de 70% des femmes et 65% des hommes subissaient une pression intense pour avoir des enfants avant 35 ans. Et au travail, me diriez-vous, en 2023, près de la moitié des employés se sentaient obligés de participer à des activités sociales après les heures de bureau. Des sourires forcés, des rires factices, tout ça pour maintenir une façade, un tatemae impeccable. Vous commencez à voir les parallèles avec Psycho Pass, n'est-ce pas? Cette société futuriste n'est qu'un miroir grossissant de nos propres défauts, de nos propres craintes. Le système de crédit social en Chine, les algorithmes qui traquent nos moindres faits et gestes en ligne. Nous construisons, brique par brique, notre propre version de Sibyl. Et le prix de cette quête de perfection sociale, il est vertigineux. En 2020, près de 21 000 Japonais ont mis fin à leur jour. Des vies brisées sous le poids des attentes, des rêves étouffés par la peur de décevoir, de dévier de la norme. Mais au-delà de la critique, l'anime pose aussi une question essentielle. Jusqu'où sommes-nous prêts à sacrifier notre humanité pour une société soi-disant parfaite? Les fondations du problème, le monde scolaire. Une salle de classe reléguée aux oubliettes, des élèves abandonnés par le système, un professeur hors du commun, un poulpe jaune capable de se déplacer à Mac 20, menaçant de détruire la Terre. Voici l'univers d'Assassination Classroom. On a tous eu ce prof qui nous a marqué, celui qui a fait la différence, et puis ceux dont on se souvient à peine. Cette histoire, aussi loufoque soit-elle, n'est pas qu'une simple fantaisie. Elle est le miroir déformant d'une réalité bien plus sombre, celle du système éducatif japonais. Au pays du soleil levant, l'éducation n'est pas un jeu. C'est une course effrénée, un marathon impitoyable qui commence dès le plus jeune âge. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2023, 54,4% des Japonais accèdent à l'université. Une augmentation de 5,3% en à peine 2 décennies. Mais à quel prix? Derrière ces statistiques se cache une réalité glaçante. Pour atteindre ces sommets, 70% des lycéens s'épuisent dans des cours supplémentaires, les fameux juku. Ce n'est plus de l'éducation, c'est du conditionnement. Les familles s'endettent, dépensant en moyenne 657 000 yens par an et par enfant pour ces cours. Un investissement qui pèse lourd, tant sur les finances que sur le moral. Le poids sur les épaules de ces jeunes est écrasant. Réussir ou être étiqueté comme un raté. Pas étonnant que près de la moitié des étudiants universitaires croulent sous les difficultés financières. Le stress, l'anxiété, la dépression, voilà les véritables matières qu'on leur enseigne. Le système éducatif japonais, avec sa rigidité légendaire, étouffe la créativité, bâillonne l'expression personnelle. Il fabrique des machines à réussir des examens. Mais à quel coût humain? Les rêves, les passions, l'individualité, tout est sacrifié sur l'autel de la réussite académique. C'est là qu'intervient Koro Sensei, ce poulpe jaune improbable. Dans la classe des 3e E, celle des ratés, il fait ce que le système a échoué à faire. Il voit le potentiel de chaque élève. Il ne se contente pas de leur enseigner des formules mathématiques ou des dates historiques. Non, il leur apprend à vivre. Cuisine, négociation, gestion du stress,
Koro-sensei va au-delà du programme. Il forge des individus complets, capables de faire face aux défis du monde réel. Il leur montre que l'éducation n'est pas une fin en soi, mais un outil pour se construire, pour devenir la meilleure version de soi-même. Au fond, que nous dit vraiment cette histoire? Que l'éducation ne devrait pas être une course au diplôme, mais un voyage de découverte de soi. Que chaque élève, même celui que le système a rejeté, a un potentiel unique qui ne demande qu'à s'épanouir. Alors que le Japon continue de pousser ses jeunes dans ce moule étouffant, Assassination Classroom résonne comme un cri d'alarme. Il nous rappelle que l'avenir n'appartient pas à ceux qui ont les meilleures notes, mais à ceux qui savent penser par eux-mêmes, s'adapter et garder leur humanité dans un monde qui change à toute vitesse. L'histoire de Koro-sensei et de ses élèves n'est pas qu'un simple divertissement. C'est un appel à repenser notre approche de l'éducation, à voir au-delà des chiffres et des classements, à former non pas des machines à réussir des examens, mais des êtres humains complets, épanouis, prêts à affronter les défis du 21e siècle. Car au final, la vraie réussite ne se mesure pas en point sur une copie. Elle se mesure à l'aune des vies transformées, des potentiels révélés, des rêves réalisés. C'est là, peut-être, la plus grande leçon que nous offre l'anime. Beastars se déroule dans un monde d'animaux anthropomorphes où carnivores et herbivores tentent de coexister. Et pour garder l'harmonie, consommer de la viande est un crime. Et tout part d'un incident. À l'Institut Cheriton, Tem, un alpaga, est retrouvé dévoré, ce qui réveille toutes les tensions entre les deux camps. La suspicion et la méfiance montent, surtout envers les carnivores. L'histoire suit Legoshi, un loup discret, timide, et surtout le principal suspect dans cette affaire puisqu'il était très proche de la victime. Pourtant, il fait tout pour ne pas se faire remarquer. Il lutte sans cesse pour contrôler ses instincts de prédateur. En parallèle, les élections pour élire le Beastar, celui qui deviendra le leader de l'école et apaisera les tensions, battent leur plein. Louis, le cerf charismatique, est en tête des sondages. L'anime va beaucoup se focaliser sur la rivalité entre ce dernier et notre loup. Quand je vous parlais de La Fontaine en intro, ce n'était pas pour rien, parce que quoi de mieux que des animaux pour illustrer les problèmes de la société. Ce que Beastars met en lumière, c'est une réalité bien plus proche de nous que l'on ne pense. Au Japon, la conformité est reine. Ceux qui ne rentrent pas dans le moule se retrouvent isolés, persécutés. C'est le phénomène de l'IJME, harcèlement scolaire. Les chiffres sont terrifiants. En 2000, on recensait 23 215 cas de harcèlement scolaire. En 2023, ce chiffre a explosé, plus de 600 000 cas. Une augmentation vertigineuse qui traduit l'ampleur d'un problème trop longtemps ignoré. Dans Beastars, les carnivores doivent réprimer leur instinct. Les herbivores vivent dans la peur. N'est-ce pas le reflet de notre propre société où certains groupes sont stigmatisés, forcés de rentrer dans le rang, pendant que d'autres vivent dans la méfiance? Legoshi incarne cette jeunesse tiraillée, cherchant sa place dans un monde qui la rejette. Son combat intérieur fait écho à celui de tant de jeunes japonais, pris entre les attentes de la société et leurs propres aspirations. La réalité dépasse la fiction. En 2022, 19% des élèves japonais du primaire et du secondaire ont été victimes de cyberharcèlement. L'animosité qui règne à Cheriton n'est qu'un pâle reflet de la violence qui se déploie sur les réseaux sociaux, loin des regards des adultes. Le plus tragique dans cette histoire, ce sont les vies brisées. Les suicides d'élèves liés au harcèlement sont passés de 103 en 2013 à 172 en 2023. Chaque vie, chaque chiffre représente une vie, un potentiel, un futur anéanti par l'indifférence et la cruauté. Beastars nous met face à nos responsabilités. À travers ces personnages animaux, l'anime nous pose une question cruciale. Sommes-nous prêts à affronter nos préjugés et à remettre en question un système qui broie les individus au nom de la conformité? Car au-delà de son univers fantastique, Beastars nous rappelle une vérité essentielle. Le changement commence par nous, par notre capacité à voir au-delà des apparences, à tendre la main à ceux qui sont différents, à briser le silence qui entoure le harcèlement. L'histoire de Legoshi, de Louis et de tous les autres n'est pas qu'un simple divertissement. C'est un miroir tendu à notre société, un appel à l'empathie et à l'action. Car si nous ne faisons rien, le cycle de la méfiance et de l'injustice ne fera que se perpétuer, laissant derrière lui toujours plus de victimes. L'anime nous le montre, la vraie force ne réside pas dans la domination ou la conformité, mais dans notre capacité à accepter nos différences et à nous unir malgré elles. C'est peut-être là la leçon la plus importante que ces animaux ont à nous enseigner. Avez-vous déjà été dans une classe avec un camarade ayant un quelconque handicap? Ou peut-être étiez-vous cet élève? Si oui, comment s'est passée l'intégration? Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un film qui aborde ce sujet avec une grande sensibilité et que vous connaissez sûrement déjà, A Silent Voice. L'histoire commence lorsque Shoko Nishimiya, une jeune fille sourde, intègre la classe de Shoya Ishida en primaire. Shoya est un garçon turbulent, toujours à faire des bêtises et à causer des problèmes. Il ne comprend pas ce que signifie réellement être sourde pour Shoko. Alors, au lieu de chercher à la connaître, il commence à la harceler, à se moquer d'elle. Le pire, c'est que toute la classe le suit, même si c'est de manière plus discrète. Le professeur principal ne fait rien pour arrêter cela. Un jour, Shoya va trop loin et casse les appareils auditifs de Shoko. C'est alors que le directeur de l'école intervient et demande des explications. Tout le monde trahit Shoya, le laissant seul face aux conséquences. Prétendant ne jamais avoir été impliqué, Shoko est transférée dans une autre école et Shoya réalise enfin qu'elle n'avait jamais voulu autre chose que d'être son amie. Les années passent
Maintenant au lycée, Shoya est rongé par le remords. Il ne pense qu'à une chose, se racheter pour ce qu'il a fait à Shoko. Il a même appris la langue des signes pour pouvoir lui parler et lui dire tout ce qu'il n'a jamais pu lui exprimer. Le handicap, quel qu'il soit, reste souvent un marqueur de différence dans nos sociétés. Et c'est bien souvent l'ignorance, alimentée par des stéréotypes, qui renforce cette barrière. Dans le Silent Voice, on voit clairement à quel point cette différence peut isoler. La surdité de Shoko, loin d'être un simple trait, devient une source de vulnérabilité aux yeux des autres, qui ne savent pas comment interagir avec elle. En 2023, environ 9,7 millions de personnes, soit 7,6% de la population japonaise, vivaient avec un handicap. Malgré ce nombre significatif, l'inclusion des personnes handicapées reste un défi majeur au Japon. Shoya, influencé par ce climat d'incompréhension, choisit la cruauté. Mais ce qui est frappant, c'est qu'il ne se contente pas de se repentir par des mots des années plus tard. Il apprend la langue des signes et c'est là toute la beauté de son évolution. Ce geste est bien plus qu'une simple demande de pardon. C'est un pas vers l'inclusion, une façon de dire à Shoko qu'il accepte sa différence et qu'il veut véritablement la comprendre. En parlant d'inclusion, il est intéressant de noter que le Japon n'a commencé à s'engager sérieusement contre les discriminations envers les personnes handicapées qu'en 2014, avec la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui a pour objectif de promouvoir, protéger et assurer la dignité, l'égalité devant la loi, les droits humains et les libertés fondamentales des personnes avec des handicaps en tout genre. Le fait que cette ratification soit arrivée relativement tard montre à quel point la prise de conscience autour du handicap est lente, non seulement au Japon, mais dans de nombreux autres pays. Malgré cette avancée législative, des défis persiste. Le taux d'emploi des personnes handicapées au Japon est passé de seulement 1,49% en 2000 à 2,35% en 2023, restant en deçà de l'objectif légal de 2,5% fixé par le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, qu'on va abréger à partir de maintenant par MHLW. Cela illustre les obstacles que rencontrent encore les personnes handicapées pour s'intégrer pleinement dans le monde du travail. L'accessibilité physique est également un enjeu majeur. En 2022, seulement 36% des stations de métro au Japon étaient entièrement accessibles aux fauteuils roulants. Pour de nombreuses personnes à mobilité réduite, se déplacer reste un défi quotidien, limitant leur autonomie et leur participation à la vie sociale. C'est pour cela que des œuvres comme A Silent Voice sont si importantes. Elles contribuent à éduquer, à sensibiliser et à changer les mentalités. Elles montrent à quel point il est essentiel de comprendre et d'accepter la différence. Le parcours de Shoya et Shoko nous rappelle que l'éducation et la sensibilisation sont les clés pour construire une société plus inclusive. En 2016, le Japon a également mis en place la loi pour l'élimination de la discrimination à l'égard des personnes handicapées, renforçant son engagement à améliorer les conditions de vie et l'intégration des personnes handicapées. Cependant, la réalité sur le terrain montre que beaucoup reste à faire. En fin de compte, A Silent Voice nous invite à nous poser une question cruciale. Oui, encore. Sommes-nous prêts à faire l'effort de comprendre et d'accepter ceux qui sont différents de nous, ou allons-nous continuer à laisser l'ignorance et les préjugés nous diviser? C'est seulement en comprenant ces différences que l'on peut espérer un monde où chacun est respecté pour ce qu'il est, sans être jugé pour ce qu'il n'est pas. La transition à l'âge adulte. Vous les avez sûrement déjà vus dans les animés. Ces hommes en costume, l'air exténué, trimant sans fin dans leur bureau. Ce ne sont pas de simples clichés. Ces salarymen incarnent une réalité brutale qui touche des milliers de Japonais. En 2023, les cas reconnus de karoshi, donc mort par surmenage, ont atteint le chiffre alarmant de 198 contre 149 en 2000. Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. En 2019, 2367 demandes d'indemnisation pour troubles mentaux liés au travail ont été déposées. Pour illustrer cette réalité, parlons d'un animé qui, sous ses airs mignons, aborde ce sujet de front. Aggretsuko. Vous la connaissez peut-être, cette panda rouge de 25 ans qui travaille dans une grande entreprise, toujours souriante, toujours motivée, ou du moins en apparence. Mais derrière ce masque jovial, Aggretsuko ne supporte plus son travail. Les heures supplémentaires, les patrons tyranniques, la pression constante, tout ça l'a transformée en esclave du boulot. Bien que les heures supplémentaires moyennes aient diminué de 45 heures par mois en 2000 à 24 heures par mois en 2023, le fait est qu'en 2022, 6,9% des travailleurs effectuaient encore plus de 60 heures de travail par semaine. Aggretsuko illustre parfaitement cette réalité pour beaucoup de Japonais. Ce que l'anime dénonce, c'est cette culture du surménage, du sacrifice personnel pour l'entreprise qui est malheureusement ancrée dans le quotidien de millions de personnes au Japon. Ce qui fait la force de l'anime, c'est la manière dont il montre qu'il est possible de se libérer de cette culture toxique. Aggretsuko trouve son exitoire dans le death metal, hurlant ses frustrations dans un karaoké après une journée infernale. Elle nous rappelle à quel point il est crucial de prendre soin de soi, de ne pas sacrifier son bien-être pour une entreprise qui, au fond, ne nous voit que comme un simple numéro. Et je sais que c'est facile à dire, que la réalité fait beaucoup moins de cadeaux, mais c'est important de garder ça en tête. Durant l'été 2023, un autre anime a fait parler de lui, Zomsan. On y suit Akira Tendo, un jeune homme de 24 ans, coincé dans une entreprise où les heures supplémentaires sont la norme et l'épuisement
un mode de vie. Pour Akira, chaque journée est une lutte, une répétition sans fin de boulot sans sens. Il fait partie de ces 52% d'employés ressentant les symptômes d'un burn-out, comme tant d'autres au Japon, jusqu'à ce qu'une apocalypse zombie éclate, lui offrant une étrange chance de repenser sa vie et de dresser la liste de tout ce qu'il veut accomplir avant de mourir. L'apocalypse zombie comme métaphore du monde du travail, ça peut paraître fou, mais Homme Sans frappe juste. Akira, avant l'apocalypse, est l'archétype du salarié épuisé, vidé par la pression constante, mais c'est quand le monde entier s'effondre qu'il commence enfin à vivre. Cette transformation est une critique acerbe de la culture du surménage, comme je l'ai déjà dit. Chaque zombie qu'Akira affronte symbolise un obstacle, une pression, une exigence professionnelle qui l'aurait détruit dans sa vie d'avant. Paradoxalement, dans un monde envahi par la mort, il trouve une nouvelle raison de vivre. Ce que Homme Sans nous rappelle, c'est que la vie est imprévisible et trop courte pour être gaspillée à survivre plutôt qu'à vivre. Dans une société qui glorifie le travail acharné, cet animé nous propose une réflexion radicale sur ce que signifie vraiment profiter de la vie. Alors oui, c'est facile à dire, mais ne laissez pas le travail vous détruire. Comme nous le montre Aggretsuko ou Homme Sans, il y a plus dans la vie que les chiffres et les heures passées à trimer. Prenez soin de vous parce que personne d'autre ne le fera à votre place. La santé mentale n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et il est essentiel de reconnaître les signes avant-coureurs du burn-out. Si plus de la moitié des employés ressentent ces symptômes, c'est que le problème est systémique. En fin de compte, ces œuvres nous invitent à réfléchir sur nos propres vies. Elles nous rappellent que le véritable succès ne se mesure pas uniquement en heures travaillées ou en accomplissement personnel, mais aussi en épanouissement personnel et en santé mentale. Après tout, quelle est la valeur du travail si, en y laissant notre santé, nous perdons le goût de vivre ? Un hikikomori, c'est une personne qui choisit de se retirer complètement du monde extérieur, parfois pendant des mois, voire même des années. Sans contact avec la société, sans interaction avec quiconque, ils vivent isolés, souvent confinés dans leur chambre. Ce phénomène, bien que touchant principalement les jeunes adultes au Japon, concerne en réalité des personnes de tous âges. Les raisons derrière ce retrait sont multiples. Une pression sociale écrasante, des difficultés à s'intégrer dans le monde du travail, ou encore des relations familiales compliquées. Le nombre de hikikomori au Japon est en constante augmentation. Selon le cabinet Office, on estime qu'ils étaient environ 410 000 en 2010, mais ce chiffre a grimpé à 1,2 million en 2023. Ce n'est pas juste une statistique, c'est le reflet d'un problème sociétal majeur. De plus, en 2022, 40% des hikikomori avaient entre 40 et 64 ans. Cela montre que ce phénomène ne se limite pas aux jeunes, mais affecte aussi les générations plus âgées. Par ailleurs, 34% des hikikomori sont restés isolés pendant plus de 7 ans, d'après une enquête du cabinet Office en 2023. C'est dans ce contexte que l'anime NHK ni Yokoso prend tout son sens. Nous suivons Tatsuhiro Sato, un hikikomori de 22 ans convaincu que la NHK, la chaîne de télévision nationale japonaise, orchestre un complot visant à créer une armée de reclus sociaux comme lui. Sa paranoïa le pousse à s'enfoncer davantage dans son isolement, jusqu'à ce qu'il rencontre Nakahara Misaki, une jeune femme mystérieuse qui lui propose de l'aider à sortir de sa réclusion. Elle l'invite à participer à un projet de réhabilitation, mais malgré ses efforts, Sato est constamment rattrapé par ses peurs, ses mensonges et ses échecs. Le phénomène des hikikomori est le reflet des dysfonctionnements d'une société où les attentes sont si élevées et la pression si intense que certains individus se sentent incapables de suivre le rythme. Ils ne choisissent pas l'isolement par envie, mais parce qu'ils estiment n'avoir aucune autre option. NHK ni Yokoso mit en lumière cette réalité, montrant que le retrait social est souvent une réaction à une société qui ne laisse pas de place à ceux qui ne correspondent pas aux normes strictes qu'elle impose. Sato, dans sa paranoïa, blâme la NHK pour son état. Mais en réalité, ce n'est pas la chaîne de télévision le véritable problème. La NHK est utilisée comme un symbole, une métaphore de la pression sociale omniprésente qui pèse sur les épaules de nombreux Japonais. L'anime critique ainsi une société entière qui impose des attentes irréalistes, poussant certains à craquer sous le poids de ses exigences. Le personnage de Misaki représente une lueur d'espoir dans cet univers sombre. Elle incarne la possibilité de rédemption et de réintégration sociale, à condition de recevoir le soutien nécessaire. Misaki montre que même lorsque tout semble perdu, avec de l'aide et de la compréhension, il est possible de retrouver sa place dans le monde. Cependant, l'anime ne présente pas ce processus comme étant facile. Le parcours de Sato est semé de rechutes, de doutes et de luttes internes. C'est un rappel que sortir de l'isolement est un chemin long et difficile, nécessitant à la fois un soutien extérieur et une volonté personnelle de changer. En fin de compte, NHK ni Yokoso n'est pas seulement l'histoire d'un hikikomori, mais une critique profonde de la société japonaise moderne. L'anime souligne l'importance pour la société de reconnaître ses problèmes plutôt que de les ignorer. Chaque épisode nous rappelle que derrière les portes closes des reclus se trouvent des histoires, des souffrances et un désir profond de connexion.
Le sans-abrisme au Japon est une réalité souvent ignorée, bien qu'elle touche des milliers de personnes. Malgré son image de nation technologiquement avancée et économiquement stable, le Japon révèle, à travers la situation des sans-abri, les failles d'un système qui peine à protéger les plus vulnérables. Cette réalité est magnifiquement illustrée dans Tokyo Godfathers, un film d'animation réalisé par Satoshi Kon. Loin d'être un simple conte de Noël, ce film explore avec profondeur le parcours de 3 sans-abri à Tokyo. Jin, un homme désabusé, Hana, une femme transgenre au cœur tendre, et Miyuki, une adolescente en fuite. Lors d'une froide nuit d'hiver, ces 3 âmes égarées trouvent un bébé abandonné qu'ils nomment Kyoko. Cette découverte les entraîne dans une aventure qui les pousse à affronter leurs propres démons et à renouer avec des parties de leur vie qu'ils avaient laissées derrière eux. Contrairement au motif habituel de Satoshi Kon, Tokyo Godfathers se concentre sur une histoire réaliste teintée de miracles. Le film nous plonge dans un monde où le quotidien des sans-abri s'entremêle avec des coïncidences presque surnaturelles, offrant une réflexion sur le hasard et la famille. Tokyo elle-même devient un personnage, veillant sur ces 3 individus marginalisés tout en les confrontant à la dure réalité de leur existence. Kon explore l'idée que, même dans un environnement hostile, des miracles peuvent survenir, et que la ville, malgré sa froideur apparente, peut offrir une forme de rédemption. Ce qui rend Tokyo Godfathers unique, c'est sa manière de présenter les sans-abri non pas comme des victimes, mais comme des individus complexes avec leur propre fardeau. Jin, Hana et Miyuki ne sont pas seulement sans toit, ils ont également perdu leurs liens familiaux. Le film est autant une quête pour retrouver la mère biologique de Kyoko qu'un voyage intérieur pour ces 3 protagonistes, cherchant un sens à leur vie et une forme de famille. Ce n'est pas une histoire de misère ou de pitié, mais un regard nuancé sur comment les sans-abri peuvent être soutenus par la ville elle-même. Un Tokyo vivant où chaque coin de rue semble avoir une âme. Le film propose une critique subtile de la société japonaise qui, malgré sa prospérité, produit des sans-abri même en période d'abondance. Kon montre que ces personnes marginalisées sont d'une certaine manière soutenues par cette abondance urbaine. Ce contraste, où les sans-abri survivent dans les interstices d'une société opulente, reflète les tensions de la modernité japonaise. La représentation de Tokyo comme une ville à 2 visages met en lumière l'idée que même dans la réalité la plus dure, il existe toujours une part cachée derrière les façades. Et sur le plan sociétal, le film éclaire le sans-abrisme au Japon. Selon le MHLW, le nombre officiel de sans-abri visibles est passé de 25 296 en 2003 à 3 448 en 2023, montrant une diminution significative. Cependant, ces chiffres ne reflètent pas la réalité complexe de ceux qui vivent dans des logements précaires ou des cybercafés. Les experts estiment que le nombre réel de personnes sans domicile fixe se situe entre 30 et 50 000, un chiffre alarmant. Et Tokyo est la ville la plus touchée. En 2023, environ 4 000 personnes vivaient dans des cybercafés à Tokyo, les Net Café Refugees. En 2022, 64% des sans-abri visibles avaient plus de 65 ans, soulignant le vieillissement de cette population. Les causes de cette crise sont multiples. L'éclatement de la bulle économique des années 90, la rigueur du système de l'emploi, le vieillissement de la population, les problèmes de santé mentale souvent ignorés et l'endettement personnel. La gestion stricte des autorités contribue à l'invisibilité des sans-abri. Ils sont déplacés des zones visibles. Beaucoup se cachent des abris temporaires ou des cybercafés. La culture japonaise de la honte exacerbe cette invisibilité. Être sans-abri est souvent perçu comme un échec personnel plutôt qu'un problème sociétal. Des efforts sont en cours pour changer les choses. Des programmes de relogement, des ONG et des militants travaillent pour soutenir les sans-abri. La pandémie du Covid-19 a mis en lumière la précarité de nombreux Japonais, poussant le gouvernement à offrir plus d'aide, mais la route vers une réelle amélioration est encore longue. Les conséquences des troubles mentaux. Il y a des moments où l'on se sent seul, enfermé dans ses pensées. Ce sentiment d'écrasement, cette impression de vivre sous un poids invisible, qui ne l'a jamais ressenti. Parfois, c'est une simple mauvaise journée, d'autres fois, c'est plus profond, plus ancré. Et ça peut durer des semaines, des mois, voire même des années. Quand la tristesse devient omniprésente, colorant chaque instant de notre vie, ce n'est plus un simple coup de blues. On parle alors de dépression, ce mal silencieux qui ronge petit à petit. Mais comment mettre des mots sur quelque chose d'aussi intangible? Comment exprimer cette lutte intérieure, souvent invisible aux yeux des autres? Parmi les œuvres qui ont tenté d'explorer ces ténèbres, peu ont réussi avec autant de force que Neon Genesis Evangelion. À première vue, Evangelion ressemble à une série mecha comme tant d'autres. Les adolescents pilotent des robots géants pour défendre la Terre contre des ennemis mystérieux, les anges. Mais en réalité, cet animé d'Hideaki Anno est bien plus qu'une histoire de science-fiction. Derrière ces batailles épiques se cache une exploration profonde de la psyché humaine, et plus particulièrement de la dépression. L'histoire suit Shinji Ikari, un jeune garçon rempli de doutes, tentant de trouver sa place dans un monde hostile. La série dépeint son parcours non seulement à travers des combats contre des ennemis externes, mais surtout à travers sa lutte intérieure contre ses propres démons. Shinji incarne
incarne ce que beaucoup de personnes dépressives ressentent. L'isolement, la peur de ne pas être à la hauteur, l'impression d'être constamment jugé. Ce qui rend Evangelion unique, c'est la manière dont l'œuvre nous plonge dans l'esprit torturé de ces personnages. Chaque combat, chaque interaction devient une métaphore de leur lutte psychologique. Hideaki Anno, le créateur, a lui-même traversé une dépression sévère pendant la production. Cette souffrance transparaît dans chaque recoin de son œuvre. Des dialogues introspectifs, des silences lourds de sens, des moments de solitude, tout cela vient d'une douleur réelle. Evangelion, c'est aussi l'histoire d'Asuka, qui cache ses insécurités sous une façade de confiance, et de Rei, qui semble déconnecté de ses propres émotions. Chacun de ces personnages offre un aperçu de la complexité des troubles psychologiques. C'est un miroir de la réalité, présenté à travers un prisme dystopique et métaphorique. La fin de l'anime a déconcerté beaucoup de spectateurs, avec ses séquences abstraites et ses dialogues philosophiques. Pourtant, c'est là que réside l'essence même d'Evangelion. Cette conclusion nous force à regarder en nous-mêmes, à affronter nos propres peurs et insécurités. Anno ne nous offre pas de réponse simple, car il n'en existe pas. La dépression et les troubles mentaux sont des labyrinthes complexes où chacun doit trouver son propre chemin. Ces thématiques résonnent particulièrement au Japon, un pays où la pression sociale est omniprésente. Tout ce qui est travail acharné, peur de rejet, tout cela contribue à une montée alarmante des troubles mentaux. En 2023, le MHLW a rapporté que le nombre de personnes diagnostiquées avec une dépression est passé de 433 000 en 2000 à plus de 1,2 million. De plus, en 2022, près d'un quart des employés représentaient des symptômes dépressifs. Cela signifie qu'un quart de la main-d'œuvre japonaise lutte contre des troubles mentaux souvent en silence. Malgré ces chiffres, la dépression reste un sujet tabou au Japon, ce qui freine la recherche d'aide. La stigmatisation empêche de nombreuses personnes de chercher le soutien dont elles ont besoin, constituant un obstacle majeur à la résolution de cette crise. Bien que le taux de suicide ait diminué, passant de 27 pour 100 000 habitants en 2000 à 15,7 en 2023, le Japon demeure l'un des pays développés avec un taux de suicide élevé. Cette détresse, ce besoin désespéré de s'échapper d'un système inébranlable, c'est ce qu'Evangelion met en lumière. Mais la série ne se contente pas de montrer la souffrance. Elle offre aussi une forme de catharsis, une libération. À travers l'évolution de Shinji, Asuka et Rei, elle montre qu'il est possible d'affronter ses peurs et de se reconstruire. Un message d'espoir enfoui sous des couches d'angoisse est bien présent. Evangelion nous rappelle que la lutte contre la dépression n'est pas linéaire. C'est un processus complexe qui nécessite du temps, de la compréhension et du soutien. En mettant en scène des personnages profondément humains, l'anime offre une représentation authentique des défis liés aux troubles mentaux. En fin de compte, Neon Genesis Evangelion nous invite à regarder au-delà des apparences, à comprendre que chacun mène ses propres batailles intérieures. Il nous encourage à être plus empathiques, à briser les tabous entourant la santé mentale et à reconnaître l'importance de chercher de l'aide, car comme le montre l'anime, il est possible de trouver la lumière même dans les moments les plus sombres. Dans la société japonaise, les troubles mentaux sont souvent entourés de silence et de stigmatisation. L'histoire culturelle du Japon, où l'harmonie collective et la conformité priment sur l'individu, a façonné une attitude où ceux qui sortent des normes sont marginalisés. Cette réalité a des conséquences lourdes pour ceux qui souffrent de maladies mentales. En 2023, seulement 57% des personnes concernées ont cherché un traitement. Cette réticence à demander de l'aide s'explique en partie par la stigmatisation persistante entourant la santé mentale. En 2022, 46% des Japonais hésitaient à travailler avec une personne ayant un trouble mental. Cette méfiance découle d'une longue tradition où les maladies mentales sont tabous, associées à la honte et rarement abordées de manière ouverte. Malheureusement, cela conduit à un manque criant de soutien pour ceux qui en ont besoin, plongeant souvent des personnes concernées dans un isolement encore plus profond. C'est dans ce contexte que Satoshi Kon a choisi de faire de ces problématiques le cœur de son anime Paranoia Agent. À travers cette œuvre, il utilise l'animation pour décortiquer et explorer les peurs collectives et individuelles de la société japonaise. Loin d'être un anime classique, Paranoia Agent devient une métaphore puissante et fascinante des tensions sociales et mentales qui traversent l'archipel. Tout tourne autour du mystérieux gamin Labatt, une figure énigmatique qui attaque de nombreuses victimes à travers Tokyo, mais qui semble insaisissable. Existe-t-il vraiment ou n'est-il que le fruit de l'imagination collective d'une société en proie à ses propres tourments? C'est cette question qui alimente toute l'intrigue. Kon brouille habilement les frontières entre la réalité et la fiction, entre le monde tangible et celui des rêves, jouant avec nos perceptions. Le gamin à Labatt n'est pas simplement un assaillant physique. Il incarne les peurs profondes, les traumatismes cachés et les angoisses non résolues. C'est une personnification des fardeaux que portent les individus dans une société souvent rigide et impitoyable. Un des épisodes les plus marquants de la série est le troisième, où l'on découvre Harumi Chono, une femme souffrant de troubles de la personnalité multiple. Harumi est partagée entre deux identités bien distinctes. D'un côté, elle est une femme douce, calme, avec une vie rangée. De l'autre, elle devient une call girl bruyante et extravertie. Ces deux facettes de sa personnalité sont si dissociées qu'Harumi n'a
aucune conscience des actions de son alter ego, vivant dans une amnésie permanente. Ce personnage illustre avec brio la tension constante entre le soi public et le soi intime, un dilemme profondément enraciné dans la société japonaise où il est souvent attendu que l'on se conforme à une image lisse et uniforme, dissimulant les conflits internes. L'auteur dépeint ici une forme d'horreur psychologique qui dépasse le simple spectacle. Harumi représente une lutte intérieure que beaucoup pourraient reconnaître, celle de ne pas accepter toutes les parties de soi-même, de refuser les aspects de sa personnalité qui ne cadrent pas avec les attentes extérieures. À travers elle, Satoshi Kon nous montre à quel point il peut être dangereux de ne vivre qu'une moitié de sa propre réalité, de se renfermer dans un rôle sans jamais explorer les autres facettes de son être. Ce qui commence comme un thriller psychologique se transforme alors en une réflexion poignante sur l'acceptation de soi. Paranoia Agent ne se limite pas à exposer des troubles mentaux. Il interroge les mécanismes sociaux qui créent ces fractures psychiques. Le Japon a l'un des taux les plus élevés de lits psychiatriques par habitant au monde, reflétant une approche traditionnelle axée sur l'hospitalisation plutôt que sur les soins communautaires. Bien que le nombre de psychiatres ait augmenté, passant de 9,4 pour 100 000 habitants en 2000 à 14,1 en 2023, l'accès aux soins reste insuffisant face à la demande croissante. En combinant des récits individuels avec une critique sociale plus large, Kon nous livre une œuvre qui ne cesse de résonner avec la réalité contemporaine. Chaque épisode, chaque personnage est une pièce du puzzle qui forme un tableau plus vaste, celui d'une société où la pression d'être normal peut briser les individus de l'intérieur. L'anime nous incite donc à réfléchir sur les conséquences de cette stigmatisation des troubles mentaux, sur l'importance de comprendre et d'accepter la diversité psychologique des individus. Il nous montre que les véritables démons sont souvent ceux que l'on porte en nous, exacerbés par une société qui refuse de les voir. Le reflet dans la pop culture, les idoles. Vous vous êtes déjà demandé ce qui se cache derrière le sourire éclatant des idoles japonaises, ce monde où tout semble parfait, plein de paillettes et de glamour, mais où en réalité les ténèbres rôdent juste sous la surface? Le terme idol désigne ces jeunes artistes, à la fois chanteurs, acteurs et modèles, qui incarnent une image joyeuse et innocente. Depuis les années 60, l'industrie du divertissement les produit en masse au Japon, propulsant ces jeunes talents sous les projecteurs pour une carrière souvent courte et éphémère. En 2023, le marché des idoles était évalué à 2,7 milliards de dollars. Malgré la popularité fulgurantes que certaines peuvent atteindre, peu d'entre elles accèdent réellement à la richesse ou à la stabilité. Et derrière leur sourire parfait se cachent souvent des histoires de pression, d'exploitation et dans bien trop de cas, de souffrance. Si les idoles sont perçues par beaucoup comme des figures de fantasmes, il est crucial de ne pas oublier qu'elles sont avant tout des êtres humains, confrontés à des attentes démesurées et à une pression sociale étouffante. En 2022, 68% des idoles féminines ont déclaré avoir subi du harcèlement de la part de fans. Cette réalité souvent ignorée est brillamment mise en lumière dans le film Perfect Blue, sorti en 97. Ce thriller psychologique, réalisé par Satoshi Kon, nous plonge dans la descente aux enfers de Mima, une ancienne chanteuse d'un girls band populaire qui décide de quitter son groupe pour poursuivre une carrière d'actrice. Mais cette décision ne plaît pas à tous ses fans, et l'un d'eux ira jusqu'à divulguer ses informations personnelles, la plongeant dans une spirale d'angoisse, de paranoïa et de confusion mentale. Peu à peu, la frontière entre réalité et illusion s'efface, reflétant l'état de détresse psychologique de Mima, qui devient de plus en plus fragile. Perfect Blue est bien plus qu'un simple thriller. C'est une critique viscérale de l'industrie du divertissement qui expose sans détour la pression psychologique que subissent les idoles. Le film est un choc pour quiconque idéalise ce milieu. Il révèle le prix que beaucoup paient pour leur célébrité. Le spectateur se retrouve plongé dans l'angoisse aux côtés de Mima face à la perte de repères, le tout sous l'œil impitoyable du public. Malheureusement, ce que le film dépeint n'est pas qu'une fiction. Entre 2000 et 2023, 14 idoles ou ex-idoles ont mis fin à leur jour. Un autre exemple frappant de cette critique est Oshinoko, une œuvre plus récente qui explore aussi les côtés sombres de cette industrie, mais sous un angle différent. L'histoire suit Ai Hoshino, une idole adulée, et Goru Amemiya, un médecin fan dévoué. Oshinoko mélange mystère, drame et éléments surnaturels pour offrir une perspective crue sur ce monde qui fascine tant de gens. Dès le premier épisode, l'anime secoue les spectateurs en dévoilant les coulisses peu reluisantes de l'industrie des idoles. Ce qui semble au départ être un rêve parfait se transforme rapidement en un cauchemar oppressant, où les attentes irréalistes, la pression constante pour réussir et les critiques incessantes pèsent lourdement sur les épaules des idoles. Ai Hoshino incarne cette pression omniprésente. Derrière son apparence parfaite et sa popularité éclatante, elle lutte contre un système qui contrôle chaque aspect de sa vie. Et puis il y a Akane, un autre personnage qui fait face au harcèlement en ligne et à la jalousie. Elle incarne les millions de jeunes artistes qui doivent affronter les critiques cruelles et l'opinion publique, souvent sans soutien adéquat. L'anime montre avec une intensité remarquable comment le harcèlement et la pression sociale peuvent rapidement détruire la santé mentale d'une personne. Le cas tragique de Hana Kimura en 2020, une idole et catcheuse professionnelle qui s'est suicidée
suite à un cyberharcèlement intense, illustre malheureusement cette réalité, soulevant de sérieuses préoccupations sur la santé mentale des artistes. En 2019, Mao Yamaguchi a été agressé par des fans, révélant de graves problèmes de sécurité et de gestion au sein de son agence. Cet incident a mis en lumière le manque de protection et le traitement souvent négligent des agences envers leurs artistes. Ces événements tragiques montrent que les menaces ne sont pas seulement psychologiques, mais peuvent aussi être physiques. Ce qu'il est essentiel de comprendre, c'est que derrière les sourires, les chansons et les performances impeccables, ces jeunes artistes sont souvent enfermés dans un système qui les traite comme des produits plus que comme des êtres humains. Perfect Blue et Oshinoko ne sont pas juste des divertissements, ce sont des œuvres qui brisent l'image idéalisée de l'industrie et qui nous rappellent qu'il est crucial de repenser la manière dont nous consommons et soutenons ces artistes. Elles nous poussent à réfléchir aux sacrifices invisibles que font ces idoles pour rester sous les projecteurs. Après tout, le véritable éclat ne vient pas des paillettes, mais de la santé et du bonheur authentique de ces artistes qui nous apportent tant de joie. L'inévitable des catastrophes naturelles. Le Japon est une terre de contrastes. Sa culture fascinante, mêlant traditions millénaires et technologies de pointe, attire des millions de passionnés du monde entier. Mais pour ceux qui vivent au cœur de cette nation, ce rêve idyllique cache aussi une réalité plus sombre, celle d'un pays constamment sous la menace de forces naturelles dévastatrices. Entre 2000 et 2023, le pays a été frappé par en moyenne 26 typhons par an. Tremblements de terre, tsunamis, typhons, ces catastrophes naturelles ne sont pas seulement des statistiques ou des phénomènes lointains. Elles font partie intégrante de la vie quotidienne des Japonais. L'histoire du Japon est intimement liée à ces événements climatiques et géologiques, et il est impossible de parler du pays sans évoquer leur impact. Prenons l'exemple de la catastrophe du 11 mars 2011. Ce séisme de magnitude 9, suivi d'un tsunami dévastateur, a causé plus de 15 000 morts et de 2000 disparus. Cet événement tragique, qui a également provoqué l'accident nucléaire de Fukushima, a marqué non seulement le paysage physique du Japon, mais aussi son esprit collectif. La catastrophe nucléaire qui en a découlé n'a pas seulement changé la géographie du pays, elle a également façonné la manière dont les Japonais perçoivent leur sécurité et leur vulnérabilité. Cet événement a rappelé à tous que malgré l'innovation et la modernité, la nature demeure une force incontrôlable. Au-delà de Fukushima, le Japon vit avec cette menace perpétuelle. Il faut savoir qu'un tremblement de terre se produit presque quotidiennement quelque part au Japon. Bien souvent, ces séismes sont mineurs, mais l'ombre d'une secousse dévastatrice plane toujours. Tokyo, l'une des plus grandes métropoles au monde, se trouve au cœur de cette zone à haut risque. Les dommages économiques causés par les catastrophes naturelles ont augmenté, passant de 1,7 trillion de yens en 2000 à 2,8 trillions en 2023, selon le Cabinet Office. Et c'est cette exposition constante qui a poussé le pays à devenir un leader mondial en matière de préparation sismique. Le Japon a investi massivement dans la prévention et l'éducation aux catastrophes, organisant des exercices réguliers pour préparer la population. Les bâtiments y sont non seulement conçus pour résister au séisme, mais aussi sont équipés de technologies qui protègent activement les habitants. Cette préparation minutieuse et cette éducation des populations face aux risques naturels font des Japonais un peuple à la résilience exceptionnelle. C'est précisément cette réalité qui dépeint l'œuvre Japan Sings 2020. Ce n'est pas qu'un simple animé, c'est un miroir des peurs, des tragédies et de la force collective de la société japonaise. On y suit Aya Momoto, une jeune fille dynamique et prometteuse, incarnant la jeunesse japonaise moderne. Mais sa vie bascule brutalement lors d'une série de tremblements de terre qui détruit le pays, entraînant avec eux la fin de tout ce qu'elle connaissait. Japan Sings 2020 capte parfaitement la manière dont en un instant, le quotidien peut être pulvérisé par des forces incontrôlables. Ce qui rend l'animé si poignant, c'est à quel point il fait écho à des réalités tangibles. Chaque scène de destruction, chaque moment de perte rappelle que des personnes bien réelles vivent ces tragédies, non seulement au Japon, mais partout dans le monde. En regardant les personnages d'Ayomu et de sa famille lutter pour leur survie, on ne peut s'empêcher de penser à ceux qui, à un moment donné, ont dû affronter des épreuves similaires. Leur maison, leur vie entière peuvent être réduites en poussière en quelques secondes. Les catastrophes naturelles ont coûté non seulement des vies humaines, mais aussi des pertes économiques considérables, mettant à rude épreuve la résilience des communautés. Le réalisme avec lequel cet animé aborde la destruction, la perte et surtout la reconstruction est ce qui le rend aussi percutant. Chaque tragédie vécue par les personnages rappelle la difficulté de repartir de zéro, de reconstruire quand on a tout perdu. Et pourtant, c'est là que réside la force du Japon et de ses habitants, la capacité à se relever, à avancer malgré l'adversité. Grâce à des investissements massifs dans la prévention et l'éducation, le Japon a mis en place des systèmes d'alerte précoce et des infrastructures résilientes. Des exercices réguliers sont organisés pour préparer la population aux situations d'urgence, renforçant ainsi la culture de la prévention. Il est impossible de regarder Japan Sings 2020 sans ressentir cette douleur profonde, cette empathie pour des personnages fictifs qui, malgré leur statut d'animation, incarnent une humanité universelle. Parce que derrière l'écran, nous savons que ces histoires pourraient être celles de n'importe qui.
Vous, moi. Ce que l'anime nous apprend, c'est que malgré les technologies avancées, malgré la modernité, nous ne sommes jamais totalement maîtres de notre destin. La nature, dans toute sa force et son imprévisibilité, nous rappelle que nous ne sommes que de passage. Mais elle nous montre aussi que, même après le pire, la force humaine réside dans sa capacité à reconstruire, à trouver un chemin et à ne jamais abandonner. En fin de compte, le Japon est à la fois une terre de rêve et une terre de défis. Ce pays qui en fait fantasmer par sa culture et sa beauté est aussi un symbole de persévérance face aux épreuves les plus extrêmes. Et c'est cette dualité, cette coexistence de la fragilité et de la force qui fait du Japon une nation si fascinante, si résiliente et si inspirante. Merci d'avoir regardé cette vidéo que j'ai tout particulièrement aimé écrire, sûrement parce qu'elle m'a beaucoup touchée. Dites-vous que ça fait depuis 2020 qu'elle est dans mes brouillons, mais je ne savais pas comment présenter le sujet. Donc je tiens particulièrement à remercier mon monteur Azamiam, sans qui cette vidéo n'aurait pas pu voir le jour. En tout cas, si elle vous a plu, vous pouvez me le faire savoir en laissant un like, en commentant et en vous abonnant à la chaîne si vous le voulez, cela me ferait extrêmement plaisir. Je vous invite bien évidemment à aller regarder les œuvres que je vous ai présentées et à aller consulter mes sources en description. Là, je vous dis à la prochaine. Salut!